بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. La suite donc des exercices de la série numéro 2, électricité 1. Alors, nous avons traité l'exercice 1 et 2 dans lesquels on a abordé le calcul des forces et l'interaction électrostatique. Maintenant, on va aborder l'exercice 3 et l'exercice 4 dans lesquels on va effectuer un calcul du champ électrostatique ou bien du potentiel électrostatique. L'exercice 3, dans l'exercice 3, on prend une spire circulaire de centre O et d'axe OZ de rayon R qui porte une densité de charge linéique lambda répartie de façon uniforme sur la circonférence. On a une répartition de charge uniforme sur la circonférence de valeur lambda. Donc la spire, c'est cette circonférence-là qui porte donc une charge Q répartie uniformément sur sa circonférence, c'est-à-dire qu'un élément de longueur de la circonférence porte la charge D de Q est égal à lambda fois D de L. L'élément ici, c'est l'élément D de L. Bien. Alors, la spire de rayon R d'axe OZ, il porte une densité de charge répartie de façon uniforme sur sa circonférence. Ces éléments-là sont très importants. Bon, la première question, calculer en utilisant la symétrie des charges, déterminer la direction du champ E au point M, un point de l'axe OZ d'abscisse Z. Bon, ici sur la figure, on a pris Z positif, dans la partie positive de l'axe Z. Bien. Alors, les propriétés de symétrie. Il est clair donc que la répartition de la charge uniforme sur la circonférence fait que l'axe OZ est un axe de symétrie. C'est-à-dire qu'à partir du point M, on peut regarder autour de la circonférence, on voit la même densité de charge. On ne voit pas de distinction entre le point P et le point, par exemple, A ici et le point B là. Donc, tous les points de la circonférence, on les voit de la même façon à partir du point M pour la densité de charge lambda. Alors, maintenant, puisque l'axe d'après le cours, nous savons que le champ va être porté par l'axe de symétrie. Là, toujours, l'axe de symétrie des charges porte le champ. Alors, l'explication suivante, tout élément de longueur D de L prise sur la circonférence autour d'un point P par exemple, de la spire considérée, crée au point M d'abscisse Z, le point M c'est le point ici, un champ électrostatique D de E. Donc l'élément de longueur ici D de L, il porte la charge D de Q qui est égale à lambda D de L. Il
il crée cette charge-là élémentaire D de Q, crée au point M un champ électrostatique D de E. Bien. Alors ce champ D de E, si cette charge-là est positive, va être dirigé vers l'extérieur, comme on le voit ici sur la figure. Parce que si cette charge est négative, le champ D de E va être dirigé vers la charge. Toujours les charges positives créent un champ divergent et les charges négatives créent un champ convergent. C'est-à-dire que la direction du champ que le champ est dirigé vers les charges négatives et à l'extérieur des charges positives. Alors ce champ élémentaire de E, on regarde donc par symétrie par rapport au point O. On peut prendre l'élément de longueur D de L' sur la circonférence autour d'un point P' symétrique de P. Il va créer au point M d'abscisse Z un champ D de E'. Ce champ donc D de E', les deux charges, on avait dit, sont équivalentes, donc il va créer un champ D de E' qui est de même norme que D de E et qui fait le même angle avec l'axe Z, parce que le rayon ici est le même, parce que c'est un point symétrique de P. Il est clair donc que la somme géométrique de ces deux champs D de E plus D de E' est portée par l'axe OZ, parce que les composants sur l'axe, sur la perpendiculaire au plan Z, sont égales et opposées, s'annulent, et les composantes sur l'axe Z s'ajoutent, et on obtient donc le champ suivant OZ. Voilà donc pour l'explication approximative par le calcul. Le champ E total est un champ donc qui va être porté par l'axe OZ, parce que chaque élément de longueur pris sur la spire, sens symétrique lui donne un deuxième champ élémentaire dont la somme est portée par l'axe Z. Donc quand on intègre sur toute la spire, la somme des composantes perpendiculaires à OZ s'annule et la somme des composantes sur l'axe Z s'ajoute et on obtient donc le champ résultant. Bien, voilà donc pour la première question. La deuxième question, donnez l'expression du champ élémentaire D de E au point M créé par l'élément de longueur D de L de la spire. Alors, nous savons que l'élément D de L porte la charge D de Q, et ce D de Q est considéré comme une charge ponctuelle. Or, par définition, nous savons que le champ électrostatique créé par une charge Q du point A en un point B est donné par la relation suivante. Le champ E créé par la charge QA au point B est égal donc à la charge Q au point A divisé par 4pi epsilon 0. C'est 1 sur 4pi epsilon 0, c'est la valeur de la constante K, multiplié par AB sur AB à la puissance 3, c'est-à-dire que le champ comme la force est dirigé de la charge, que le champ comme la force utilise un vecteur unitaire dirigé de A vers B, c'est-à-dire du point portant la charge vers B où le champ est induit, divisé par la distance entre le point A et le point B au carré, parce que AB sur la distance AB
c'est le vecteur unitaire de A qui est dirigé de A vers B. Il reste un AB au carré, c'est-à-dire la distance entre A et B au carré. C'est-à-dire que le champ, comme la force, est inversement proportionnel à la distance séparant non pas les deux charges. Ici, c'est la charge, la distance séparant la charge du point où le champ est calculé. Donc, le champ est proportionnel à la charge, inversement proportionnel à la distance au carré entre la charge et le point où le champ est calculé. Et il est dirigé depuis la charge et il s'écrit suivant un vecteur unitaire qui est de sens, dans le sens, est dirigé depuis la charge vers le point où on a calculé le champ. Bien. Alors, ceci donc c'est la charge ponctuelle QA. Et nous avons dit que la charge D de Q est égale à lambda D de L est considérée comme une charge élémentaire qui va remplacer QA dans l'expression du champ. Et on obtient donc ici QA donne le champ E, D de Q va donner le champ D de E. Donc D de E est égal à lambda D de L, c'est-à-dire la charge D de Q, divisé par 4 pi epsilon 0 R carré. Alors, une erreur. Le R carré doit être, parce que nous avons écrit ici PM à la puissance 3, donc le R carré va être à sortir de l'équation. Alors, D de E est égal à lambda D de L sur 4 pi epsilon 0 fois le vecteur unitaire PM sur PM divisé par donc PM au carré, c'est-à-dire donc PM sur PM à la puissance 3. Ça donc c'est l'expression du champ D de E. Bien. Ce D de E est créé par la charge D de Q de l'élément de longueur D de L autour du point P de la spire. Dans la figure, on a montré le sens de D de E. Bien. En déduire le champ électrostatique total E au point M. Bon, nous connaissons l'expression de D de E et on doit intégrer alors D de E autour de la spire. Et nous savons que les composantes perpendiculaires au Z s'annulent. Il va rester uniquement la somme des composantes selon EZ. Et c'est pour cela donc qu'on va dire que D de EZ est égal à D de E produit scalaire avec K. Et on obtient donc qu'il est égal à lambda. Oui. Alors lambda D de L sur 4 pi epsilon 0 multiplié par le cosinus, c'est-à-dire la norme de D de E, multiplié par le cosinus de l'angle que fait D de E avec K, c'est-à-dire cosinus de alpha. Par conséquent, l'expression du champ total, c'est l'intégrale de ou bien la sommation sur les D de EZ qui va donner donc le résultat qui va s'écrire sous la forme suivante, c'est-à-dire lambda sur 4 pi epsilon 0 qui est une constante qui sort de l'intégrale, l'intégrale de D de L sur R carré cosinus de alpha suivant K. Bien. On pose D de L est égal à R D de phi. Phi c'est l'angle de rotation autour de OZ qui est comprise donc entre 0 et 2 pi. Et R et alpha ce sont des grandeurs constantes lorsqu'on tourne autour de OZ avec suivant la circonférence de la spire. Regardez bien. Lorsqu'on tourne autour de la spire, le rayon R reste constant et l'angle alpha reste constant. Parce que lorsqu'on fixe le point M, alpha est fixé.
Et R aussi, il est fixé parce qu'en tournant autour de OZ suivant la circonférence, le rayon R ici, qui est égal à Pm, est une constante. Bien. Donc voilà, puisque R et alpha sont des constantes, donc on peut les faire sortir. Il reste l'intégrale de D de L qui est égale à la circonférence de la spire. Il est égal donc à 2pi grand R, qui donne donc, après simplification avec les 4 pi, on obtient donc le résultat ici, c'est-à-dire lambda fois R fois cosinus de alpha sur 2y0 R carré. Ce résultat donc, je sais, c'est le résultat donc du champ électrostatique créé au point M. Il est dirigé suivant K, pas de problème. Mais nous savons que le point M dépend soit de alpha, soit de R. Donc ce champ-là peut s'écrire en fonction de l'une des variables. Z, qui est la composante selon Z, qui est son abscisse selon Z, ou bien uniquement alpha. En cherchant les relations qui le lient, nous savons que sinus de alpha est égal à grand R sur petit r, et que petit r au carré, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, est égal, d'après la relation de Charles, à z au carré plus r carré, et que d'après donc ce résultat, on sait écrire que cosinus de alpha est égal à z sur racine de r au carré plus z au carré. L'expression du champ ici donc, en fonction de z, s'obtient E est égal à lambda r sur 2y0, ce terme-là. Cosinus de alpha sur r carré est remplacé donc par ce résultat, d'après les relations ici. C'est très simple à voir. Alors, et en fonction de alpha, on va remplacer donc les termes grand R et petit r au carré en fonction de alpha, et on obtient donc le résultat ici. Donc le champ E est égal à lambda sur 2y0 R, sinus carré de alpha, cosinus carré de alpha. Voilà donc le champ électrostatique au point M d'abscisse Z est donné par cette relation-là, ou bien par cette relation-là parce que Z et alpha sont liés par une relation de bijection. Mais bien, on peut essayer de voir si ce résultat-là est correct, en disant par exemple que lorsque z égale 0, alors le champ E égale 0, ceci est vrai, parce que pour la spire, parce que le point O est un point de symétrie. Donc, le champ est nul en un centre de symétrie. La même chose ici, parce que lorsque je suis au centre de la spire, regardez bien s'il vous plaît, lorsqu'on amène le point M vers le centre de la spire, alpha est égal à pi. Et si alpha est égal à pi, on voit donc que sinus de pi égale 0, c'est-à-dire que le champ égale 0. Et loin de la spire, sur l'axe à plus l'infini de l'axe OZ, je sais que le champ aussi est égal à 0. C'est ce que l'on obtient à partir de la relation ici, parce qu'on a z sur z à la puissance t. Alors que ici, par exemple, lorsqu'on est à l'infini sur z, alpha est égal à 0, donc le sinus est égal à 0. Donc voilà, c'est des petites explications des valeurs du champ sur l'axe OZ, comment
on peut faire la limite lorsqu'on va vers le centre et lorsqu'on va vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Bien. La quatrième question de l'exercice, donc déterminer le potentiel électrostatique V au point M. Est-ce que c'est la quatrième question? Oui. Oui, donc c'est la quatrième question. Alors, calculer le potentiel V de M. Donc on va faire la même procédure que ce qu'on a fait pour le champ. Nous savons que toute charge QA au point A crée en tout point B de l'espace un potentiel électrostatique V de B qui est une grandeur scalaire différente de E, mais qui est liée à E par une relation de gradient. Donner la relation V de B, c'est-à-dire V de B est donné par la relation V de B V au point B est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est-à-dire la constante K, multiplié par la charge divisé par la distance entre la charge et le point où est calculé le champ scalaire V de B. Donc, 1 sur 4 pi epsilon 0 que A sur la distance. Ça, c'est le champ scalaire V de B. Le potentiel électrostatique V au point B. Dans le cas d'une charge élémentaire D2Q, portée par la spire, que nous savons qu'il est égal à lambda D de L, prise sur la spire, alors D de V au point M est égal à lambda D de L, c'est-à-dire la charge, divisé par 4 pi epsilon 0 R étant égal à la distance séparant AB, c'est-à-dire sur le R du schéma de la figure que nous venons de voir. Et comme la charge, et comme D de L est égal à R D de phi c'est l'angle de rotation autour de l'axe OZ, alors on obtient donc par intégration V au point M, l'intégrale de D de L c'est 2 pi grand R, et quand j'intègre et je fais les transformations que nous avons fait avant, et on obtient donc V en fonction de Z ou bien V en fonction de alpha selon le choix, parce que M est d'abscisse Z ou bien il est déterminé par la donnée de l'angle alpha sur l'axe Z à partir de l'angle alpha. Bien. Alors, V de M est égal à ceci. Il est clair que qu'on a intégré ici pour obtenir le potentiel électrostatique. Le potentiel électrostatique est un champ scalaire défini à une constante près, et que ce résultat-là est valable sous la condition qu'il n'y a pas de charge à l'infini. C'est justifié donc on ajoute, parce que V à l'infini est égal à 0 lorsqu'il n'y a pas de charge à l'infini. Bien, donc voilà pour le calcul du champ et du potentiel créé par une spire. Nous allons utiliser donc ces résultats-là pour le champ et pour le potentiel électrostatique pour trouver la solution de l'exercice 4. Pour l'exercice 4, on nous dit qu'on a le droit d'utiliser le résultat de l'exercice 3. Alors, un cône de sommet O et de demi-angle alpha limité par deux disques de rayon R1 et R2. Donc il s'agit d'un cylindre à rayon variable qui possède donc deux bases différentes, la base de rayon R1
et la base de rayon R2. Et ce cylindre-là, ou bien ce cône limité, porte une charge sur sa surface. La densité de charge est uniforme et est notée sigma. La première question, donnez la direction et le sens du champ électrostatique en haut dans les deux cas, sigma positive et sigma négative. La densité de charge ici a une répartition de révolution autour de OZ, uniforme de révolution autour de OZ. Il est clair donc que le champ est porté par OZ. Bien. En haut, si sigma est positive, le champ va être dirigé vers l'extérieur aux charges, et si sigma est négative, le champ va être dirigé vers les charges. Mais elle va être toujours portée par l'axe OZ, dans les deux cas. Bien. L'explication suivante est rédigée. L'axe OZ est un axe de symétrie pour la distribution de charges considérée. Donc, en tout point de cet axe, le champ électrostatique créé par cette distribution est porté par l'axe, donc de direction EZ. Ici, on a pris donc le vecteur unitaire de l'axe OZ, c'est EZ. Mais en haut, le champ électrostatique est de sens opposé à EZ si sigma est positif, et il est de même sens que EZ si sigma est négatif. C'est clair, d'après le schéma. Donc, EZ est dirigé de haut vers cet axe, dans ce sens-là. Donc, le champ est de même sens que EZ lorsque sigma est négative. Il est de sens opposé à EZ lorsque sigma est positive. Bien. Deuxième question. Calculer le champ électrostatique au point O. On va maintenant calculer ce champ. On sait qu'il est porté par OZ. Et on va le calculer. Et pour le calculer, alors, on va prendre une tranche circulaire de rayon R et de largeur D de R sur le cylindre. Cette tranche-là est assimilable à une spire de rayon R. Elle est assimilable à une spire de rayon R. Alors, cette tranche est de surface D de S est égale à 2pi R D de R. C'est-à-dire la circonférence de la spire multipliée par la largeur. Il est considéré comme un rectangle. Donc la surface donc est égale à 2pi R. C'est la circonférence multipliée par D de R. Et on obtient donc D de S. Bien. Elle porte la charge D de Q, qui est égale à sigma D de S, qui est égale donc à sigma fois 2pi R D de R. Mais bien. Si on veut utiliser les résultats de l'exercice 3, on doit chercher les correspondances de la simulation considérée. On a, dans la spire, la charge Q est égale à lambda fois 2pi R. La spire portant une charge Q, il est lié à lambda par la relation suivante. Lambda fois 2pi R. Pour la tranche, D de Q est égal à sigma D de S est égal à sigma fois 2pi R D de R. On voit donc que les deux, la relation, la charge Q et la charge D de Q donnent une relation entre lambda et sigma. C'est-à-dire, en simplifiant les deux pi et grand R, il reste alors que lambda doit être remplacé par sigma D de R dans les relations du champ de la spire ou bien de grandeur de la spire pour obtenir la grandeur associée à la tranche.
Prenons par exemple le champ E créé par l'aspire lorsqu'il est écrit en fonction de alpha. C'est le champ qu'on a trouvé pour l'aspire de rayon R portant la charge, la densité de charge lambda. Pour l'écrire en fonction, pour la tranche, pour écrire ce champ-là pour la tranche, nous avons la charge D2Q, donc c'est un D2E qu'il faudrait écrire, qui est égal donc, lambda va être remplacé, comme on l'a dit, par sigma D2R, et le résultat donc est bon. Donc D2E est égal à sigma D2R, cette expression-là. Bien. Dans le cas de notre cône, où l'angle alpha est constant, on a toujours sinus de alpha est égal à R sur petit r, qui est équivalent donc à D de R, qui est égal à D de grand R sur sinus de alpha. Puisqu'alpha est constant, donc on a cette relation. Et on obtient donc D de E, et on remplace D de R par son expression, on obtient ce résultat-là, qui donne donc sigma D de grand R sur 2 epsilon 0. Le alpha est constant, il reste tel qu'il est. Et par intégration, on obtient donc le champ entre R1 et R2. On obtient donc le champ E au point O, qui est égal donc à l'intégrale entre R1 et R2 de sigma D de R sur 2 epsilon 0 grand R. Sinus de alpha, cosinus de alpha, ceci c'est des constantes que l'on peut faire sortir. Il reste l'intégrale de D de R sur R, donc c'est Ln de R2 sur R1. Et on obtient donc, voilà pour le champ. Ce résultat donc, c'est le champ, il est obtenu directement. On peut faire le calcul sans utiliser les résultats de l'exercice 3 et obtenir le même résultat. La troisième question, calculer le potentiel électrostatique V au point O. On va utiliser le même raisonnement que tout à l'heure, c'est-à-dire prendre l'expression du champ V au point O créé par l'aspire et remplacer lambda par sigma D de R. Si je remplace lambda par sigma D de R, j'obtiens donc D de V au point M, qui est égal à sigma D de R sur 2 epsilon 0 sinus de alpha, que j'intègre. C'est très simple, donc ici le alpha est constant, sigma constant, j'obtiens donc ceci finalement, dont l'intégration donne le résultat suivant. Voilà donc l'expression du potentiel en fonction, créée par le cylindre à rayon constant considéré dans l'exercice. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.